Grand angle dans la suite de notre partenariat avec le Collège de France et un thème qui résonne avec l'actualité, civilisation, questionner l'identité et la diversité. Avec nous pour en parler, Luis Quintana Murci, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Génomique humaine et évolution. La biologie d'ailleurs, on le verra, c'est l'une des disciplines qui provoque parfois des tensions dans les écoles et pas que chez les petits. Vinciane Pirenne-Delforge, bienvenue à vous également. Vous êtes historienne, vous avez la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique, c'est bien ça. Auteur notamment du livre Le polythéisme grec comme objet d'histoire. C'est chez Fayard. Vinciane Pirenne-Delforge, on commence avec vous. Le Collège de France a observé une minute de silence aujourd'hui à 16h. Vous avez pensé à quoi durant ce moment de recueillement? Vous savez, en tant qu'historienne, j'ai été tout particulièrement sidérée, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, sidérée d'apprendre cette nouvelle où un enseignant qui faisait son métier de façon particulièrement pertinente, juste, mesurée, qui semble avoir été beaucoup aimé de ses élèves, eh bien, s'est trouvé sauvagement assassiné en raison même de l'exercice adéquat de son métier. Donc, ce à quoi j'ai pensé, c'est que décidément, dans nos sociétés modernes, l'enseignement est quelque chose de fondamental, puisqu'il est attaqué par les fondamentalistes, et que décidément, la République doit se saisir de ce domaine avec force et rendre aux professeurs l'autorité qui est la leur et qui doit être la leur. À travers cet homme qui a été assassiné, cet enseignant, Samuel Paty, qu'est-ce qui a été visé selon vous? Selon moi, la liberté d'expression ou la liberté tout court. On vit dans des démocraties où on peut faire ce qu'on veut, on a le droit à penser ce qu'on veut et faire avec notre corps ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Et c'est pour ça que la République, il faut qu'elle soit de plus encore présente. Et il faudrait qu'elle soit là. Vous travaillez, vous êtes biologiste, hein, c'est l'une des disciplines qui est évoquée aussi, hein, les cours de sciences naturelles, les crispations. Vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? On sait qu'en France, aux États-Unis aussi, sur Darwin, ça provoque parfois des tensions. Ça provoque des tensions parce que certains courants fondamentalistes, évangélistes ou d'autres pensent qu'évidemment, on n'est pas un singe, on ne descend pas comme un singe connaît d'autres singes, qu'il n'y a pas une évolution, que Dieu nous a créés. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que la science, que c'est ce que j'enseigne, et ce qui fait partie aussi de moi comme Français, comme Européen, c'est à ce dont je crois, nous montre qu'il y a une évolution, et je vais continuer à enseigner ça. Et si un élève, un enfant de 13 ans au collège vous disait « Non, c'est Dieu qui a tout créé, c'est pas vrai, j'y crois pas », que lui répondez-vous? Comment lui faire comprendre qu'il y a d'un côté le culte, la religion, et de l'autre côté les faits, la science? La science, c'est notre façon d'observer une réalité. Les traditions orales, c'est une autre façon d'expliquer la réalité. Je vous raconte une anecdote que je trouve qui illustre très bien ça. Un chercheur biologiste comme moi, de National Geographic, expliquait à un Amérindien Navajo que eux, leur histoire de ce peuple d'Amérindiens, c'était qu'ils venaient de l'Asie. Et le Navajo lui a dit, c'est pas vrai. On ne vient pas de l'Asie, on a bourgeonné de cette terre ici, en Amérique du Nord. Et le chercheur biologiste insistait qu'ils venaient d'Asie. Et j'ai trouvé toujours que l'Amérindien était bien plus précis que le biologiste, parce qu'il lui a répondu, ah, je comprends. Peut-être c'est que le pollen vient d'Asie, mais malgré tout, nous sommes bourgeonnés de cette terre. Donc vous voyez, c'est une façon de voir une réalité différente selon la culture et selon la civilisation dont on va parler lors de ces colloques qu'on va organiser. Et justement, ce thème-là, il est d'actualité, hein, questionner l'identité, la diversité, la civilisation. Remontons un peu dans le temps, si vous le voulez bien, pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. 3 monothéismes, hein, le christianisme, l'islam et donc le judaïsme. La question d'identité, elle n'existait pas à l'Antiquité. Alors, dans le contexte des cultures polythéistes, donc avant l'émergence des religions à vocation universelle et qui se caractérisent effectivement par un Dieu unique, l'identité, elle est, nous dirions aujourd'hui ethnique, elle est surtout politique. Par exemple, dans le monde grec que j'étudie, il est clair qu'on est avant tout le citoyen
d'une cité précise. Et donc, au titre de citoyen, on honore les dieux de sa cité. Voilà, ça fait partie des coutumes, des habitudes, de la manière de vivre et de traiter avec ces citoyens un peu particuliers que sont les dieux. Mais il n'y a pas d'identité religieuse, ça n'a pas de sens. Alors, je laisserai le judaïsme de côté, qui est un peu particulier de ce point de vue et qui, à certains égards, est peut-être plus proche que l'islam et le christianisme des polythéismes de l'Antiquité, même si c'est un monothéisme. Mais bon, on n'a pas le temps d'entrer dans ce genre de sur l'avènement du christianisme. Mais sur l'avènement du christianisme, il y a effectivement un basculement parmi d'autres avec l'avènement du christianisme au sein de l'Empire romain, c'est que l'identité revendiquée au sein du christianisme est précisément une identité religieuse qui transcende les identités autres que celle-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette vocation à l'universel, précisément parce que le cadre religieux se place en surplomb par rapport à toutes les autres identités. Et ça, c'est vraiment une spécificité. Donc effectivement, dans les cultures polythéistes que j'étudie, le problème de l'identité ne se pose pas du tout de la même manière. Il se pose d'autres manières, mais il n'épouse pas ces vecteurs-là. Mais aujourd'hui, en 2020, on parle d'un retour du fait religieux, notamment en Europe, en France par exemple. Est-ce que vous diriez justement que de plus en plus, la religion devient un marqueur identitaire ? Malheureusement, oui. C'est-à-dire que de ce point de vue, je pense, sans être polythéiste moi-même, ouais. on n'est pas forcément ce que l'on étudie, mais je pense effectivement qu'il y a un brouillage des identités qui s'opèrent à cet égard. Mais encore une fois, tout dépend du contexte où l'on se trouve. On parlait de cet horrible... événement à Conflans et le destin tragique de ce jeune professeur, il est clair que dans l'esprit de la République française, l'identité, elle est républicaine. Elle doit être républicaine. Mais certains enfants disent aussi, et élèves disent, parfois on nous renvoie aussi à cela, alors même qu'on n'est pas forcément pieux, on peut être athée, et on a tendance, dans les médias, il y a ce paradoxe. Absolument. Et là, bon, évidemment, c'est plus en tant que citoyenne que je m'exprime là qu'en tant que scientifique, mais je dirais que les problèmes sont largement partagés et qu'il y a une vraie réflexion de fond sur les responsabilités des uns et des autres en cette matière. Responsabilité collective, donc mais en tout cas, en termes d'identité, je pense que vraiment souligner dans la République laïque l'identité républicaine, c'est vraiment quelque chose de très important. Et fondamental. Civilisation, questionner l'identité et la diversité, c'est un colloque donc cette semaine au Collège de France. Il y aura ensuite, courant 2021, un institut dédié à cette thématique. J'ai envie de dire, que vient faire un spécialiste des gènes, au fond, dans ces thématiques? Et pourtant, il y aurait à dire. Bien sûr, parce que civilisation ou population ou groupe ethnique, c'est la base, c'est notre outil en génétique de population. Je vous rappelle que ce qu'on étudie, c'est l'histoire de l'homme, l'histoire démographique de l'homme, l'histoire de son adaptation à l'environnement, grâce à nos gènes. Mais on a un problème fondamental en génétique de population, que c'est qu'est-ce une population? Comment on la définit? Oui. Quelle est la définition? Comment vous définissez un groupe ethnique ou une population? C'est un ensemble d'individus qui se ressemblent plus entre eux de ceux qui ressemblent les autres populations, ou c'est une construction simplement sociale, culturelle, politique? C'est ça des vraies questions que, par rapport à celle-ci, il n'y a que la biologie qui peut répondre. Et d'ailleurs, juste avant que j'oublie, c'est assez fascinant parce que vous avez un champ très large en fait d'études et des chercheurs, je crois dont vous faites partie, ont constaté qu'il y a des gènes hérités de Néandertal vieux de 50 000 ans et qui sont présents chez certaines personnes aujourd'hui qui peuvent accroître le risque de développer une forme grave de la Covid-19. En quelques mots, est-ce que vous pouvez, professeur, nous éclairer à ce sujet? Bien sûr. 2-3% de notre génome, en tout cas de ceux qu'on est d'origine non africain, vient de Néandertal. On a hérité, quand les premiers Africains sortent d'Afrique se métissent avec Néandertal, il y a 40 000, 50 000 ans, ils acquièrent de Néandertal des mutations qui nous ont permis, à nos ancêtres, de mieux survivre.
Alors vous allez dire, mais ce que vous me dites, c'est contradictoire, parce que cet héritage néandertalien qu'il y a dans nos gènes, aujourd'hui, ne nous protège pas contre les infections. Ouais, Au grand contraire. malade. Ouais. Bien sûr, mais ceux qui nous protégeaient il y a 40 000 ans, avec les changements de mode de vie et d'environnement, n'est pas nécessairement ceux qui nous protègent aujourd'hui. Plein de mutations et des gènes que nous ont aidés tout au long de notre histoire à combattre les infections, les mêmes mutations sont aujourd'hui responsables des maladies auto-immunes, l'inflammation et les allergies. Ouais. Vous allez travailler comment au sein de cet institut d'ailleurs, et là avec ce colloque cette semaine, parce qu'on voit que les disciplines sont quand même assez... Oui, en fait, l'Institut des civilisations existe déjà depuis quelques années au sein du Collège de France. Ce qui est nouveau, c'est l'aboutissement de la rénovation du bâtiment, très, très beau bâtiment d'ailleurs, rue Cardinal Lemoine, où cet institut est désormais accueilli. Alors évidemment, je dois peut-être un petit peu vous décevoir, parce que Louis, malheureusement, parce que je le déplore, ne fait pas partie, je dirais dans l'organigramme du Collège de France, de l'Institut des civilisations. Il faut bien dire que l'Institut des civilisations, ce sont surtout des disciplines, des dites humanités, auxquelles s'ajoute l'anthropologie, qui sont accueillies au sein de cet institut. En revanche, effectivement, le colloque de rentrée du collège, chaque année, est l'occasion de faire dialoguer les différentes disciplines qui sont présentes au sein du collège. Alors, la rénovation de ce bâtiment aboutit évidemment à choisir ce thème des civilisations, mais nous interagissons, et c'est pour ça que le Collège de France est évidemment c'est une des raisons pour lesquelles le Collège de France est une institution absolument passionnante. C'est que, voilà, une historienne de la Grèce antique collabore avec un spécialiste de la génétique des populations, et nous nous rendons compte que nos questionnements peuvent se croiser. Et pour répondre quelque part, pour adresser la même question, qu'est-ce une civilisation? Voilà. Quelles sont les limites de cette entité qu'on appelle civilisation, ou population, ou caste, ou groupe ethnique? Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau en ce jour bien entendu particulier d'hommage au professeur Samuel Paty. Merci à tous les deux. On rappelle d'ailleurs que les cours sont libres et gratuits au Collège de France. Il faut juste arriver en temps et en heure pour y participer.